Un autre ténor de la CAQ quitte le navire. On arrive au terme d'un cycle politique et ça amène tout un chacun, les élus, à se questionner sur la suite des choses. François Bonnardel renonce à se présenter aux prochaines élections. Également ce soir. Feu de forêt sans précédent près de Paris. Et avec des centaines de ménages toujours à la recherche d'un logement, les campements se multiplient à Montréal. Ça, c'est l'abri qu'on va avoir, là. Les vrais murs sont en train de se monter. T'es encore convaincu que tu vas construire quelque chose? Toujours. Et les 22 heures, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fête de soirée, tout le monde. La coalition Avenir Québec perd un autre pilier. François Bonnardel, ministre de l'Immigration, a annoncé qu'il ne sera pas des prochaines élections provinciales. Le député de Granby a été élu d'abord pour la première fois en 2007 sous la bannière de l'ADQ. Il a occupé les postes de ministre des Transports et de ministre aussi de la Sécurité publique dans le gouvernement Legault avant d'être écarté en pleine tempête sa clique. François Bonnardel dit qu'il quitte la vie politique. Pour la CAQ, c'est un 34e départ après d'autres grosses pointures comme Mathieu Lacombe, Sonia Lebel, Jean Boulet, Christian Dubé, pour ne nommer que celle-là. C'est un autre coup dur pour le gouvernement de Christine Fréchette, alors que selon les récents sondages, M. Bonnardel avait quand même de bonnes chances de conserver son siège. Je vais laisser M. Bonnardel faire état de sa décision, mais je peux vous dire que dans notre formation politique, il y aura une équipe de force parce qu'elle regroupera à la fois des nouvelles têtes, des nouveaux visages du sang neuf, tout comme des gens d'expérience. Donc, un parfait mélange pour incarner le changement, tout comme pour bénéficier de l'expérience qu'on a développée ces dernières années. Et on poursuit la discussion avec Yann Lafrenière, vice-premier ministre. Bonsoir, M. Lafrenière. Oui, bonsoir à vous. D'emblée, vos réactions, ça fait quand même 8 ans que vous siégez avec M. Bonnardel. Est-ce que c'est une grosse perte pour la CAQ? Écoutez, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. La politique, c'est pas facile, hein? C'est difficile. Avant même de confirmer que je me représenterai à l'automne, c'était une discussion avec la famille. Alors, je salue son travail. Vous avez mentionné que des gens qui quittent, c'est vrai. D'autres qui arrivent, ça va être un heureux mélange là, de cette connaissance-là, des gens qui ont l'expérience et de nouveaux visages. Mais je vous confirme qu'on ne peut pas faire de la politique sans l'appui de la famille. C'est exigeant. Comment vous voyez ça de votre côté, Mme Fréchette, qui parle de renouveau? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ça sent peut-être même la fin d'un régime? Ah, c'est un changement, c'est clair. C'est clair qu'il y a un changement, mais la fin de régime, je suis en total désaccord. Écoutez, on est plusieurs à rester aux côtés de Mme Fréchette, de notre première ministre. Il faut se rappeler qu'on a élu un nombre record de députés. Alors, c'est normal qu'après 8 ans, certains se posent des questions. Et vous l'avez mentionné, je vous ai écouté dire que pour François, à Granby, les chances étaient excellentes. Alors, c'est pas une question d'opportunisme, c'est une question de ne pas se présenter. Tu peux pas représenter tes citoyens à moitié. Si tu le fais à 100 %. Alors, je salue sa décision. Je salue aussi son travail. C'est un homme qui a très bien représenté les gens de Granby. Je l'apprécie beaucoup. Monsieur Lafrenière, vous êtes aussi ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Donc, je veux absolument parler avec vous du référendum à Pessamit. Les Inuits qui ont rejeté à 63 % l'entente avec Hydro-Québec, avec votre gouvernement aussi. On va écouter ensemble les commentaires d'un avocat spécialiste en droit autochtone. On peut se poser la question s'il n'aurait pas été préférable de faire 2 ententes complètement. Un peu comme le modèle de la paix des Braves des Cris de 2002. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la Convention de la baie James auparavant qui a compensé pour les barrages. Puis la paix des Braves est venue établir un partenariat. Ça s'est fait en 2 étapes avec 25 ans entre les deux. Bon, là, les gens ils ont à peu près 10 jours pour se faire une tête là-dessus. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire peut-être justement 2 ententes? On règle le passé, puis après, on se tourne vers l'avant. Écoutez, une fois que c'est terminé, une fois que le référendum est fait, on peut se poser bien des questions. Ça fait 3 ans qu'on négocie. 3 ans qu'on négocie de façon ardue. Et ça fait des années et des années qu'il n'y a pas eu d'entente avec Pessamit. On parle de 75 ans d'histoire. On veut se tourner vers l'avenir aussi. Et je veux saluer les gens qui ont travaillé. Il y a plusieurs équipes qui ont travaillé dans cette entente-là. Et certains me disent, écoutez, ils n'ont pas eu beaucoup de jours pour se pencher là-dessus. C'est vrai. C'est vrai que de part et d'autre, c'est une opportunité. On a osé. Parce qu'on a été surpris de part et d'autre d'arriver à une possible entente en se disant, écoutez, voici ce qu'on a de mieux qu'on peut présenter. Avec des pots, est-ce que c'est parfait? Ça n'existe pas une entente parfaite. Ouais. Si l'entente était parfaite, il y a un des deux parties qui serait roulé dans la farine parce que de part et d'autre, il a fallu faire des concessions. Ça n'a pas été simple de notre côté non plus. Les gens trouvaient qu'on faisait beaucoup de concessions. Alors, on l'a présenté. On a fait l'essai. Et je pense qu'il faut oser. Sinon, on peut remettre ça en question, on peut attendre. Vous savez qu'à Pessamit, c'est des élections en 2 ans. Alors, la fenêtre d'opportunité pour arriver à des ententes, elle est quand même courte. Dans le passé, l'entente de principe qu'on a faite avec Pessamit a permis de bâtir 67 maisons.
J'étais là la semaine passée, je peux vous dire, je suis tout sauf gêné de ce qui est fait. Monsieur Lafrenière, je sais que je vous ai souvent croisé d'ailleurs dans les communautés. Vous allez dans les communautés partout au Québec. Vous dites la fenêtre d'opportunité est courte, elle est courte aussi pour la CAQ. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui? Parce qu'Hydro-Québec veut quand même doubler sa production d'électricité. Comment on fait pour trouver une entente gagnant-gagnant? Écoutez, avec toutes les communautés de la Côte-Nord, toutes les communautés Innu, on a des ententes de Pakwashipi jusqu'à Esipit. Des ententes diverses, vous allez me dire. Alors, on laisse le temps à la poussière de retomber. Je parlais au chef d'hier soir, aux conseillers. Les gens étaient déçus, mais de l'autre côté, ils respectent très bien la décision de la communauté. Alors, on va prendre le temps de décanter ça et se dire, OK, on fait quoi maintenant? On a une réalité qui est la nôtre au Québec. On veut travailler ensemble pour les changements climatiques, donc ça prend de l'énergie qui est propre. Voyons comment on va le développer, mais je vous assure, on a d'autres plans aussi. Mais c'est une opportunité et pour le gouvernement du Québec, et pour Hydro-Québec, et pour la communauté. On l'a essayé. Maintenant que ça n'a pas fonctionné, on écoute les citoyens pour on cherche d'autres solutions. Merci, M. Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits. À la prochaine. Merci à vous. À bientôt. Maintenant, on va aller faire un tour en France. La France qui est aux prises avec un feu de forêt hors norme, l'incendie qui progresse rapidement à quelques dizaines de kilomètres seulement de Paris. C'est l'emblématique forêt de Fontainebleau qui brûle. Ancien territoire de la chasse des rois est aujourd'hui une réserve de biosphère protégée par l'UNESCO. Les explications de Lila Mouche. Un deuxième départ de feu a été annoncé à 15h, heure de France, et ce soir, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Fontainebleau se trouve à 60 km de Paris, c'est le poumon vert de la capitale française. Depuis hier, le feu progresse de façon impressionnante avec des vents allant jusqu'à 50 km/h, alors que des petits villages autour sont menacés. Les autorités parlent d'un feu historique, parce que les feux dans cette région sont plutôt rares. En fait, les épisodes caniculaires que viennent traverser la France ont favorisé un terrain sec. Ce soir, près de 1300 hectares sont partis en fumée et avec la nuit, ça pourrait se compliquer parce que les pompiers au sol ne sont plus accompagnés des avions bombardiers d'eau. Pour l'instant, 2 suspects ont été interpellés puisqu'il semble qu'il s'agirait d'un incendie volontaire. Un feu d'une nature et d'une ampleur complètement exceptionnelle, des moyens qui le sont tout autant, totalement inhabituels, vous le voyez vous-même. Des moyens très importants sont déployés à l'heure actuelle sur cet incendie en forêt de Fontainebleau, aussi bien des moyens au sol, puisque nous avons près de 800 pompiers, mais également des moyens aériens très conséquents, puisque nous avons 4 Canadair désormais, 2 Dash, un hélicoptère lourd, 2 hélicoptères légers. Cet incendie qui a brûlé à ce stade de pas loin de 1000 hectares en forêt de Fontainebleau, ça représente à peu près 5% du massif forestier de Fontainebleau. À Fontainebleau, près de 900 personnes ont été évacuées, ainsi que de nombreux animaux, dont 160 chevaux. On rappelle aussi que cette forêt héberge le château de Fontainebleau, ancienne demeure de plusieurs rois de France. Conflit au Moyen-Orient maintenant. Le président américain a annoncé la reprise du blocus des ports iraniens dans le secteur du détroit d'Ormuz. Donald Trump a déclaré sur Truth Social que les États-Unis sont désormais les gardiens de cette voie navigable. Ça survient alors que Washington a lancé une 3e nuit consécutive de frappes contre l'Iran. De son côté, le régime iranien a rétorqué sur X que c'est lui qui contrôle le détroit et qu'il continuera de le faire dans l'avenir. Les cours du pétrole ont grimpé de 2 % pour atteindre le plus haut sommet en 4 semaines. De retour chez nous maintenant, l'ancien magnat de mode Peter Nygard a été reconnu coupable pour agression sexuelle sur une jeune Montréalaise de 18 ans dans les années 90. Rappelons que l'homme de 84 ans a déjà été condamné à 11 ans de prison pour avoir agressé 4 femmes à Toronto en 2024. Alors, on fait le point avec notre collaboratrice judiciaire et juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Marc-Claude. Bon, alors là, M. Nygard n'a pas plaidé coupable aujourd'hui, mais il a choisi de ne pas contester la preuve de la couronne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, ça veut dire que la couronne fait sa preuve et ils la contestent pas, donc ils font le récit de tout ce qu'ils ont en preuve. Ils l'établissent devant le tribunal et à ce moment-là, on n'a pas de défense à produire, on n'a rien à dire et par conséquent, il ne reste que la preuve de la couronne. Et c'est sûr que c'est un verdict de culpabilité en bout de ligne, là. Mais il ne parle pas. Il ne dit rien. Bon, alors, il ne plaît pas coupable, mais il va être reconnu coupable. C'est ce qu'on comprend. Oui. Est-ce que ça veut dire... C'est le procès, là, Marie-Claude. C'est le procès. Donc, il a décidé de ne pas témoigner, de ne pas présenter de défense. La seule chose que la juge avait, c'est la preuve de la couronne, et c'est coupable. Puis pour la victime, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle, elle était prête à témoigner. C'est pas facile pour une victime d'aller témoigner d'agression sexuelle. Donc pour elle, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Bien, ça veut dire qu'effectivement, tu as tout à fait raison, Marie-Claude. Elle ne sera pas dans ce qu'on appelle communément la boîte aux témoins,
puis devoir à tout expliquer ce qui s'est passé en 1990, être contre-interrogé, c'est souvent ce qui est la période la plus difficile pour une victime. Donc, tant mieux pour elle. Elle n'aura pas à passer à travers tout ça. Puis c'est probablement une des raisons qui a fait qu'on va voir qu'ils ont fait un règlement. J'imagine qu'ils vont faire un règlement pour la sentence. Bon, ce que la Couronne a démontré, c'est que M. Nygaard avait un stratagème pour attirer les victimes, qu'il utilisait sa notoriété auprès des jeunes femmes. Mais là, il n'en a pas terminé avec la justice, parce qu'il y a aussi des causes aux États-Unis. Il est attendu quand même de pied ferme dans l'État de New York, où là aussi, il fait face à des accusations, entre autres, de trafic humain. Oui, il y a beaucoup d'accusations contre ce monsieur-là. Là. Il y en a eu à Toronto, comme tu as bien dit, une sentence de 11 ans. Il y en a au Québec, là, il va avoir sa sentence. On l'attend de pied ferme avec une demande d'extradition qu'il veut contester. Il est trop vieux, il n'est pas capable, il ne se rendra pas. Il y a tous les maux du monde là, pour ne pas vouloir traverser aux États-Unis. Mais oui, si les États-Unis veulent faire son procès dans les dossiers que tu viens de dire, ils sont dans l'obligation de demander l'extradition. Est-ce qu'ils vont le contester avec les motifs qu'on vient de dire, à sa santé fragile, son âge, etc.? C'est possible. Puis il risque mais quoi? À ce moment-là, il y aura une décision du ministre. Ah ben, il y a des traits, il sait, là. Je pense que tout le monde est au courant qu'aux États-Unis, les sentences, c'est énorme. Surtout quand on a un passé comme lui, là, et s'il est trouvé coupable, évidemment, aux États-Unis, il risque de longues périodes de détention qui vont dépasser probablement son expectative de vie. Alors, c'est un dossier qui reste à suivre. Merci beaucoup, Nicole. Bonne soirée. Grand plaisir. Au revoir. Toujours sur la scène judiciaire, Daniel Jolivet ne retournera pas en prison. La requête en cautionnement qui avait été déposée a été retirée. L'homme de 68 ans a été reconnu coupable d'un quadruple meurtre en 1994. Il a toujours clamé son innocence. Après 33 ans derrière les barreaux, le directeur des poursuites criminelles et pénales a conclu qu'une erreur judiciaire a pu se produire. Daniel Jolivet a donc été libéré sous plusieurs conditions en décembre dernier. On ne sait pas encore si un nouveau procès sera ordonné. Il s'est écoulé 2 semaines depuis le 1er juillet et il y a toujours près de 2000 ménages qui n'ont pas trouvé un nouveau toit partout dans la province. Des logements vacants, il y en a, mais ils ne sont pas abordables et plusieurs personnes n'ont donc pas d'autre choix que de vivre dans des campements. D'ailleurs, il y a des sites qui se multiplient à Montréal. Véronique Dubé. Quand on se promène sur la rue Notre-Dame, on peut remarquer qu'il y a une augmentation des tentes. En effet, on en est rendu à 115 pour approximativement 135 campeurs. C'est peut-être une quinzaine de tentes là, qui se sont ajoutées là, présentement. C'est quand même beaucoup. C'est quand même 15 personnes qui se sont retrouvées à la rue et qui n'ont pas d'autres alternatives au logement. Mais ce qui attire particulièrement l'attention, c'est cette accumulation d'objets que l'on peut voir avec le drone. Il y a des poubelles, de la ferraille. Ce sont des objets récoltés par Devon, qu'on a déjà rencontré, pour qui ça a beaucoup de valeur. Là, t'as vraiment du stock, là. Oui. Mais là, plus que la moitié de ça s'en va. De là à là, je fais juste garder les choses personnelles. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on se connaît, là? Ça fait 4 ans. Ah, la première fois que tu m'as vu, je sortais d'un conteneur. Ça fait longtemps, de ça. C'est... Comment tu te sens? Tu penses qu'il y a des solutions? Tu sais, à un moment donné, t'es pas là, regarde, c'est la vraie qu'on va avoir, là. Les vrais murs sont en train de se monter. Tu es encore convaincu que tu vas construire quelque chose? Toujours. Nous, on reste juste ici à côté sur Cuvillier. Ces 2 résidents du secteur sont venus lui demander des pièces pour leur vélo. Est-ce que son accumulation vous dérange comme voisin? Non, parce que justement, lui, il est là pour aider des personnes qui cherchent des pièces ou aider d'autres itinérants dans le secteur. C'est tout à fait correct qu'il soit là. L'organisme L'Anonyme qui a installé sa roulotte ici est débordé et dessert 125 personnes par jour. La roulotte, elle est climatisée l'été. On a aussi un frigo, donc on a des bouteilles d'eau froide qu'on peut distribuer aussi quand il y a des grandes chaleurs. Donc, on est vraiment un lieu de répit. Là. Depuis le début juillet, c'est 7 surdoses là, qui ont été renversées. Puis, c'est à peu près une quinzaine de monitorages. L'Anonyme s'attendait à ce que ça explose après le 1er juillet, mais c'est finalement moins pire qu'appréhendé. Actuellement, à Montréal, 260 ménages sont toujours à la recherche d'un logement.
Bien, on est à un taux d'occupation pour la Ville de Montréal à peu près 3,1 %, mais le taux d'équilibre reconnu, c'est 3 %. Donc, pour la Ville de Montréal, on dépasse ce taux-là. Donc, normalement, le marché devrait être équilibré entre la demande et l'offre. Mais ce qu'on constate, c'est vraiment la difficulté des ménages à se trouver un logement qui soit véritablement abordable, qui correspond à leur capacité de paiement. Selon la compilation là, de la Société d'habitation du Québec, on a environ 1972 ménages qui sont toujours à la recherche d'un logement. Ma question, c'est, est-ce que tu espères un jour... J'espère un jour qu'il n'y en ait plus d'un de nous autres dans la rue. Tant qu'il y en a un, je suis là. Et tous ces chiffres de la Société d'habitation du Québec excluent ceux qui ont choisi de ne pas faire appel au service ou qui ont décidé de faire du camping avec la famille en attendant la rentrée scolaire. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Triste réalité. À Toronto, maintenant, les autorités ont fait le point sur la fusillade qui a fait 2 morts samedi soir. Il s'agirait d'un règlement de compte selon la police. Les 2 hommes qui ont été tués étaient ciblés et se connaissaient. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une attaque mortelle a survenu lors d'un festival. Mais comment faire maintenant pour renforcer la sécurité lors des grands événements? Juliette Poirot. Oh my God. Please step back. 2 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées après un échange de coups de feu entre des individus en pleine foule ce samedi soir à Toronto. Environ 13 000 personnes étaient réunies pour participer au festival Salsa on St. Clair. Une situation rare mais qui nous rappelle la complexité d'assurer la sécurité lors de ce genre d'événement. C'est un travail de longue haleine qui ne s'organise pas dans la dernière minute, évidemment. Quand on parle de plusieurs milliers de spectateurs dans un événement, autant le SPVM que les grandes organisations policières vont planifier des mois à l'avance. Donc, c'est un travail de coordination entre les différents partenaires. On travaille beaucoup sur le renseignement policier, que ce soit du renseignement de sources ouvertes qu'on obtient via la veille de cybersécurité au niveau des réseaux sociaux, entre autres, pour voir s'il n'y a pas des rassemblements qui sont prévus pour élaborer un niveau de risque. Moi, je crois qu'il faudrait renforcer la sécurité à tous les coins de rue. Je pense que là, il devrait peut-être y avoir un peu plus d'agents de présents. Peut-être juste le fait qu'ils soient là, ça rassure les gens. Et ça fait peur de plus en plus, ça fait vraiment peur autour de travail surtout. Cette fusillade meurtrière ravive les inquiétudes face à la sécurité dans les festivals et autres grands événements, sauf que les coûts liés à la sécurité sont astronomiques. Si on compare d'il y a 15 ans aujourd'hui, ça a explosé suite aux divers événements qu'il y a eu, comme les camions béliers ou des tireurs actifs. Juste pour vous donner un ordre d'idée, là, en 2025, j'étais en charge de sécurité pour la fête nationale, puis on parlait d'une facture d'au-delà de 130 000 $. C'est pour ça que je prêche que le fédéral, le provincial puis le municipal se mettent ensemble pour pouvoir aider les promoteurs de petits, moyens et grands événements. Avec les enveloppes pour les spectacles puis une enveloppe pour la sécurité, pour moi, c'est 2 choses très différentes. Et les défis sont encore plus grands lorsqu'on parle de festivals en plein air gratuits, comme le festival de jazz qui vient de se terminer à Montréal, ou encore le festival Juste pour rire qui débute ce jeudi 16 juillet. C'est assez complexe parce qu'on se retrouve en plein centre-ville avec des sites qui sont pas nécessairement clôturés, avec des points d'accès qui sont préétablis, puis des rondes d'agents de sécurité aussi aléatoires pour permettre de couvrir le plus de terrain possible. Si on fait le parallèle avec Toronto en fin de semaine, on peut jamais déceler des choses qui sont indécelables. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, faut dire une chose, c'est que le SPVM puis les organisations policières au Québec d'envergure ont beaucoup d'expérience dans ce type d'événement-là. Ce qui s'est passé à Toronto en fin de semaine nous ramène au douloureux souvenir du drame au festival Lapu-Lapu à Vancouver lorsqu'un véhicule a foncé en pleine foule il y a maintenant un peu plus d'1 an. Les différents paliers de gouvernement ont donc une certaine responsabilité dans l'octroi des fonds pour renforcer la sécurité dans les festivals partout au pays. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Attrape-moi si tu veux ma peau. Si tu veux marcher dans mes bottes, il faut traîner mon sac à dos. Le Festival d'été de Québec se poursuit et ce soir, Félix-Antoine, c'est le rap québécois qui est à l'honneur sur les plaines d'Abraham.
Je vais le dire comme c'est, Marie-Claude, c'est Soldia ce soir qui, depuis maintenant presque 2 heures, met le feu aux plaines de Québec. Les invités s'enchaînent, il y a de la pyrotechnie en masse et c'est une véritable célébration du rap québécois. Un style qui a beaucoup de succès, oui, à Montréal, mais ma collègue Caroline Dumont a vu parler à Webster, le rappeur, l'historien, qui a tenu à rappeler que, comme Soldia, un gars de la place, il y a du talent depuis quelques années maintenant à Québec. Je pense que c'est vraiment ma génération qui avons permis de faire connaître la ville de Québec pour la qualité de son rap. Je pense à Limoilou Stars, je pense à 8-3, je pense à Good Samaritans et Andromike, je pense au promoteur Rico Rich. On a mis les bases finalement des générations qui ont suivi. Donc Félix-Antoine, le feu a pogné sur les plaines, même s'il y a eu un peu de pluie? Hey, on a eu une petite crainte, je ne mentirais pas, Marie-Claude, en milieu d'après-midi. C'était le déluge. Il y a quelques personnes qui attendaient pour courir, se lancer en avant depuis quelques heures, qui ont dû faire preuve de courage pour rester en file. Mais heureusement, tout ça s'est dégagé aux environs de 6 heures avant que les spectacles commencent. On a des plaines remplies. Tout va très, très bien. Mais encore une fois, les meilleures personnes pour te dire comment ça s'est passé et comment ça va, ben c'est les festivaliers eux-mêmes. 7 heures d'attente, je suis depuis 11 heures à matin. Pas eu froid pendant la pluie? Non, c'est Soldia, man, je fais tout pour lui. Ça a valu la peine. Certain que ça vaut la peine, hein. Depuis 4 heures, on se fait mouiller dessus, mais on s'en fout parce que Corias Fouki... t'es trempé. Ah oui, c'est mouillé, c'est mouillé. Ça vaut vraiment la peine pour de vrai. Quand il y a de la pluie de même, il n'y a pas une partie de toi qui se dit « Ah, je me retourne à la maison ». Ah, pendant la pluie, j'y ai passé 2-3 fois, je vais pas me mentir, mais bon, bonne show. Du fait que, madame, monsieur... On a couru, esti, pour venir ici, puis on est là, Alors, on vit vraiment ce soir hein, le concept de la carte blanche du Festival d'été de Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est exactement ce que ça dit. Libre pour l'artiste, invité, etc. On a vu Roxane Bruno, on a vu Corias, Jay Scott, Corias et Fouki qui était aussi en première partie. Bref, toute une célébration. Et demain, c'est la 2e carte blanche du Festival d'été Québec. C'est Patrick Watson qui va être sur les plaines. On se reparle demain. Merci Félix-Antoine. L'acteur néo-zélandais Sam Neill est décédé à l'âge de 78 ans. Il s'est éteint à Sydney, en Australie, entouré de ses proches. Sa mort a été soudaine et inattendue, selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Sam Neill était surtout connu du public pour son rôle dans la franchise Le Parc Jurassique. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. En nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, on va surveiller le premier match de demi-finale de la Coupe du monde de la FIFA dès 15 h. La France va se mesurer à l'Espagne. Alors voilà, c'est tout pour ce soir là-dessus. Bonsoir, bonne nuit tout le monde. À demain.